Bonjour à tous. Please have a seat. Welcome everyone. Excellencies, distinguished guests. I will be moderating this panel this morning, this session on investment in the Global South. My name is Claire Davan. I am a specialist of climate change governance, but this morning we'll be focusing on much larger topics than this angle, which impacts investments as well. It will be mostly in English, but we also have some questions in French, so if you can get headsets for translation if need be, please do so. We will get to the heart of the matter of investment in the Global South, in Africa in particular, and other continents as well, in a minute with our 6 distinguished speakers. They come from 6 countries: Morocco, Senegal, Nigeria, Kenya, Mali, and we also have a representative from the OECD, which is a forum of 38 market-based economies, if I'm not mistaken. Before I introduce each one of you, I would like to share some facts. For background purposes, key facts that need to be highlighted when we talk about investment in the Global South. The first fact is about people. Africa has the youngest population in the world, with nearly 70% being under the age of 30. That population is projected to double between now and 2050 to 1.5 billion, 2/3 of which will be absorbed by urban areas. The second fact that may impact investment and infrastructure: the planet, climate. Africa is the most vulnerable continent to climate change impacts under all climate scenarios, despite having contributed, as we know, the least to global warming and having the lowest emissions. Africa faces exponential collateral damage, posing systemic risks to its economies, infrastructure investments, water and food systems, public health, agriculture, livelihoods, and so on and so forth. So in that current African equation, just for background, we have the highest number of people yet to be trained, facing the greatest crisis humankind has ever faced. This equation has many implications and consequences, one of which is that the decisions that are being made today by decision makers are all the more impactful to take into account these risks. So we have a little less than an hour with our speakers. We will first go to a first round of questions for each of them, and then a second round and questions with the audience. I will now proceed with introducing you the titles and some facts about the speakers. Our first speaker is from Senegal, His Excellency Dr. Baldé. He's the CEO of APIX SA, the Senegalese agency responsible for promoting investments and facilitating the implementation of major infrastructure projects. Our second speaker is Mrs. Adepoju from Nigeria. She's a managing partner at Pearl Mutual Consulting. Our third speaker is Mr. Benjamin, who is from Kenya, chairman of the Africa Blockchain Council. We also have Mr. Dahu, who is the Deputy Director, Global Relations and Cooperation at the OECD, which, as I said, is a forum of 38 market economies. We have Mr. Bali, President and founder of Azalai Hotels Group from Mali. And finally, we have Mr. Semar, President of the Executive Board of MEDZ, which is, for those who don't know, Morocco's national leader in the development and management of industrial and offshoring business areas.
So let's go for our first round of questions to our speakers. I will start in French with Dr. Baldé. On a beaucoup de chance de vous avoir aujourd'hui, Votre Excellence. Merci d'être là avec nous. Cette année, pour ceux qui savent, le Sénégal est à un point historique assez exceptionnel. C'est un pays qui est en train de devenir un producteur et un exportateur très important de gas and oil, de pétrole et de gaz dans la région et vers d'autres pays. Cette année, cet été, un partenariat a été signé avec des partenaires européens justement pour mettre sur la table ces nouvelles opportunités pour le Sénégal et l'accompagner dans cette transition. Et comme vous le savez aussi, chaque pays aujourd'hui a des objectifs en rapport au climat d'atténuation des effets et d'adaptation aux effets. Et donc c'est un tournant historique pour le Sénégal, c'est une opportunité incroyable qui est là aujourd'hui et dont M. Baldé peut nous en dire quelques mots. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je voulais d'abord saisir cette occasion pour remercier les autorités du Maroc pour l'organisation de ce forum à travers l'Institut Amadeus. Nous sommes très honorés d'avoir été invités. C'est une question importante. Notre pays, le Sénégal, comme vous l'avez dit, est aujourd'hui à une période charnière de son développement. D'après toutes les analyses et les projections qui sont faites, nous nous acheminons vers ce qu'on appelle les années glorieuses de notre économie. Ce qui a amené à cela, c'est d'abord, c'est vrai, les découvertes massives de pétrole et de gaz. Surtout, nous avons énormément de gaz. Et de ce point de vue, d'ailleurs, nous saluons l'initiative qui consiste à construire un gazoduc qui va aller du Maroc jusqu'à Lagos, qui passera par le Sénégal et dans 11 autres pays. Donc, les opportunités de développement de notre pays sont énormes, mais tout cela a été favorisé parce que nous avons créé un cadre. Le cadre, c'est d'abord notre structure s'occupe de promotion des investissements, mais aussi de grands travaux. Donc, nous avons réformé l'environnement des affaires, nous avons modifié un certain nombre de lois qui étaient des freins à l'investissement. Mais de façon générale aussi, nous avons fait beaucoup de réformes qui nous ont permis aujourd'hui d'être classés parmi les meilleurs réformateurs de l'Afrique de l'Ouest. Le premier dans l'UEMOA, le troisième dans la CEDEAO et parmi les 10 en Afrique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en termes d'investissement direct étranger, pour la première fois en 2002, le Sénégal est placé parmi les 10 pays qui ont l'investissement direct étranger le plus important, passant d'ailleurs même des pays majeurs, ce qui prouve que nous sommes dans une embellie et qui nous permet aujourd'hui d'investir dans beaucoup d'infrastructures. Nous sommes en train de construire, par l'intermédiaire de mon agence, ce qu'on appelle les trains express régionaux. Nous sommes en train de construire des infrastructures, des autoroutes. Là aussi, une des clés de succès, c'est que nous nous sommes rendus compte que dans la plupart des pays africains, on attendait toujours l'endettement pour financer des infrastructures. Mais là, on a changé de paradigme. Et de plus en plus, on a créé une loi qui s'appelle la loi partenariat public-privé, la loi PPP, qui nous permet aujourd'hui de construire des infrastructures, non pas seulement sur la base de l'endettement de l'État, parce qu'il y a quand même des critères qui sont définis au niveau de l'UEMOA, dans la zone économique à laquelle nous appartenons. Donc, il y a un seuil d'endettement qu'on ne peut pas dépasser. Donc, nous avons imaginé ce mode innovant d'investissement dans le domaine des infrastructures avec les PPP. Nous avons construit une autoroute qui va de Dakar jusqu'à l'aéroport avec PPP. Nous sommes en train de construire une autoroute qui va de Dakar à Saint-Louis, aussi en partenariat public-privé. Et aussi, nous sommes en train de développer des zones économiques spéciales, aussi en utilisant ce mode de financement, en créant des SPV, mais aussi avec des modèles innovants d'investissement. Donc, je ne veux pas trop monopoliser la parole. Je ne sais pas si je peux encore continuer. Sinon... Merci beaucoup, Votre Excellence.
vous me rappelez, je vais re-switcher en anglais, excusez-moi. Something that I forgot to mention in my introduction is that the third very important fact that has a great impact on infrastructure development in the Global South is the shift of finance flow. In 2022, and you mentioned it for Senegal, where there's been a major shift as well, worldwide, bank lending surpassed foreign direct investments. This may signal many consequences, one of which is a shift in investment patterns that are less focused on long-term and probably bringing less stability for some of these projects. So we might have time to discuss this later on. Our second speaker, is Mrs. Adepoju. Thanks for joining us. Thank you. With you, from your perspective from Nigeria, what do you see are the sectors or the industries that hold the most potential for investment, and what trend do you see for the region at large, particularly concerning infrastructure development? All right, thank you so much for that question. Nigeria, as we all know, is always an interesting investment point to all investors globally. As it relates to Nigeria right now and infrastructure, right now I know the world is looking more towards the gas from Nigeria. And so there is a lot of room for investments in the gas industry for Nigeria. We also have an economy where, there's practically nothing that can't really do very well in that economy. So we need quite a lot in the area of road network. So that's one area of investment where I believe there could be a lot of private sector and public sector investments that would actually do very well. In addition to that, right now in the Lagos port, the port is the major port in Lagos is where a lot of the goods are imported and exported from. And right now, I think there is actually room for development in the shipping sector as well, because there's a lot of traffic and slowdown in exports and imports, because that port, the entrance to that port it's not enough for the kind of activity that people are trying to do. So if you ask me, I believe that this is something that is not just specific to Nigeria. I think it's specific to the whole of sub-Saharan Africa. On our drive from Casablanca to Tangier yesterday, we were talking about the road network and how easy it was for us to actually get to Tangier. If we were taking that kind of trip in Nigeria that was supposed to just be for 3 hours, we probably would spend like 5 to 6 hours. That tells you that there is a lot of room for growth in that sector, and that will definitely improve all the other sectors that also depend on logistics and transportation and all that. One of the sectors that are doing very well in Nigeria, apart from the oil sector, is the agri sector. But one of the major issues we have is that logistics is a major issue and really slows down the import and export of commodities out of Nigeria. Most of the commodities are grown in the middle, what we call the middle belt and the northern parts of Nigeria, but the ports are in the southern part of Nigeria. So getting those things down south is usually a nightmare. So definitely in terms of transportation and the ports, like I said, there's a lot of investment to be made there. Lastly, I think it would not be complete if I don't talk about power, because this has been a major, delay and something that really impacts our development negatively. And I believe that most of the countries in sub-Saharan Africa have the same issue around power generation to actually improve our GDP and be able to improve our production and value added in our economies. I believe that there is room for quite a lot of
investment in the power generation and distribution sector in Nigeria and other sub-Saharan countries, which will then have the kind of impact that Mr. Balde was talking about, because when people can produce, when people can actually process things by themselves and not just export raw commodities, then you have more room for growth, which will then impact the youth that you're talking about. There'll be more job creation, which will impact the youth that we're talking about. And this will go a long way, more than any other thing that can come to the region. Thank you. Thank you, ma'am. Our third speaker is Mr. Benjamin, who is the chairman of Africa Blockchain Council. Mr. Benjamin, from your perspective, from your business angle, how do you see, how can emerging technologies like blockchain contribute to overcoming obstacles in funding, transparency, and efficiency in infrastructure investments and industrial development that countries are seeking? Thank you, Claire. Yeah, I'm going to start by highlighting the potential of blockchain technology. Blockchain, over the last 10 years, slightly more than 10 years, has been one of the most hyped technologies that we've seen, with most of the sub-Saharan Africa focusing largely on the speculative aspect of blockchain. And we have largely forgotten the potential of blockchain in areas that could solve massive problems that we face in Africa. Particularly, I'm going to look at in the area of crowdfunding. Blockchain has a great potential in crowdfunding, both for projects at startup level and also massive projects. If you look at the potential of blockchain in tokenization of massive real estate projects, that potential is one that can be tapped, but a lot of research and development is needed. Governments need to invest, not just governments, but also the private sector, need to deliberately invest in researching what is the potential of blockchain in raising funds for massive projects. Claire has highlighted the fact that most investors are looking at shorter-term investments rather than longer-term investments, and this may affect certain projects. However, if we focus on raising funds from a wider pool, this could bring an aspect of where everybody in an economy or a large number of people are able to share in the risks, and this could then help to raise funds for the long term for massive projects. Another thing with regard to massive projects that I would like to talk about in the area of emerging technologies, 3D printing. When you talk about urban, large populations moving from rural Africa to urbans, if today we already have a big problem with housing, I mean, right now, the conversation in Kenya, one of the key projects that the government is focusing on is in the area of affordable housing. How can we make affordable housing actually affordable? How can we build massive affordable houses in urban areas to accommodate these huge populations that are coming to the urban areas? Is that possible with the technologies that we have now in our countries? Can we be able to look at other emerging technologies? In particular, there is the research and development moving around the area of 3D printing. How possible is it that if with more research, we can be able to increase the use of 3D printing of either only or part of these buildings? How can we use this technology to increase the speed of construction? I mean, a case study would be China. How long does it take construction companies in China to build certain prefabricated buildings where they're able to increase the speed of production
and thus are able to then to create or rather to build more houses, because the numbers we are looking at are in billions. Yeah, the numbers that we're looking at in terms of accommodation for Africa, it will be hundreds of millions of people that we need to accommodate in the urban areas. With the problem already there today, if we use the same tools and technologies that we have today, without looking at emerging technologies, to seek to automate the processes of construction, to speed up the process of building these houses, we may see this challenge go with us even into the distant future. So I think it is important that we invest, we put in more money. Rather than just in building, it is important that we set aside money for research and development. How can we refine these technologies so that we use them not just at our expos, but we also use them in real time in building our infrastructure. Thank you. Thank you, Mr. Benjamin, and thank you for making the link between one of the facts that I mentioned, which is the urbanization boom, which Africa is facing at an unprecedented rate in the world history, and all the consequences it has on infrastructure that are already stretched out. So thanks for those great examples. Our next speaker is Mr. Karim Dahu, who is with the OECD. Thank you for being here with us. From the OECD's perspective, what would you say are the key priority areas for investment in the Global South for sustainable development? Thank you very much for your question. Good morning, everybody. Thank you for the organizers. I'm delighted to be here to speak with you on behalf of the OECD. As the moderator highlighted, it's an organization of 38 members, mostly industrialized market economies, but it's also a global organization. We act as the main secretariat of the G20. We have regional engagements with Latin America and the Caribbean, the Indo-Pacific at large, and Southeast Asia in particular, and of course Africa. The question is very broad. What are the key drivers of investment, the main priorities? And of course, if we consider different continents, the priorities are not exactly the same, but I'll try to give some highlights, and perhaps later on I can dive on the situation of Africa or other contexts. First of all, if you look at gross fixed capital formation, which is a good benchmark to measure investment on GDP, as it gathers both foreign but also domestic investment, and both are important to trigger economic transformation, diversification, and industrialization processes. The rates of investment or gross fixed capital formation on GDP in Africa are low. In Latin America and the Caribbean, also to some extent, they both revolve around 20%. It is significantly lower than OECD countries, which is not normal. In OECD countries, the average is more or less around 25%, because when you're an industrialized country, you have a huge stock of capital, and therefore the room for marginal growth is lower. So in fact, the rates of developing countries should be much higher. And they are not as high in Latin America and the Caribbean or in Africa. They are high in Southeast Asia. They revolve around 30%, more or less, and there are even countries such as Vietnam or China where they reach levels of 40% on GDP, which sometimes raises its own problems. But for sure, there is room for improving the investment rates, both in Latin America and in Africa. Let me touch on 2 or 3 issues that are critical to increase these investment rates. First of all, public goods, starting with infrastructure, physical capital. There's a difference in this regard between Asia at large and Southeast Asia and East Asia in particular on the one hand, and Latin America and the Caribbean and Africa on the other hand. The level of infrastructure development is much stronger in Asia than what it is in Africa
or in Latin America. Of course, there are physical reasons that explain this to some extent. There are physical geographic obstacles in LAC, but there are historic conditions that explain that it is the case in Africa. So better connected countries among themselves is key, because a lot of foreign investors, but also domestic investors, will look for the larger the market is, the better. So if you have infrastructure gaps, infrastructure obstacles, in itself, that is an impediment. And I can highlight what are some of the regulatory obstacles later to infrastructure investment. Education. East Asia and Southeast Asia have progressed quite significantly on their education results. If you look at Vietnam, for instance, which was ranked, we have an international benchmark, a benchmark at the OECD, which is called PISA. It's the Program for International Student Assessment, and it scores the results in secondary school on mathematics, sciences, and the language of the given country. Vietnam was 8th in mathematics in the PISA ranking out of 80 countries in the last PISA cycle. So the level of technical education in Asia is such that it works well for investors that are looking into upgrading their activities in value chains, and there can be progress on that score both in Latin America and in Africa. Africa has progressed very much with regards to universal education, but there are still gaps in terms of the quality of education. And there are ways to address these gaps. Regional integration is important, and it fits with what I was saying about infrastructure. Southeast Asia exchanges 2/3 of its exports within the ASEAN framework, within the framework of the Association of Southeast Asian Countries. In Africa, it's 14%. Most of the goods that are traded by African countries are traded with the entire world, but not that much with African neighbors. Here again, it's an obstacle for investors that will look towards, reaching the larger possible domestic markets, and therefore, if there are broader market conditions, they will be more interested. In this regard, the prospect of creating the African continental free trade area is a very important prospect that can enhance the investment conditions in Africa. Third, and I stop here, of course, the policy framework is critical. Issues such as investor protection, access to land, and also the price of the entry ticket, the competitive relationship between incumbents and newcomers, all this matters a lot. And what matters, it's true that there are, in relation with what Mr. Arunda was saying, there are some investors that are interested by short-term, but there are also others that are interested in long-term profitability. The point is about how to attract these investors that are interested in long-term profits. For this, you need better predictability. And what harms a lot is stop-and-go policies. One time you open up your trade and investment regimes, and then there's a political alternance, and you start getting more restrictive. It's problematic because it hampers investor confidence, but it does not necessarily help for industrialization purposes. Today, 2/3 of the goods that are traded globally are intermediate goods. Having open investment and trade policies can help access cheap inputs, and it can support industrialization strategies, and I stop here. Thank you very much, Mr. Dahu. It was very interesting to hear the link that you made between things that we may not be thinking about, such as improving the value chains through technical education, which really matters to investors, and also the predictability aspect of policy frameworks, which is also very interesting because it could be one of the keys to understand why the FDIs are in proportion getting lower than bank loans these days. So our fifth speaker is Monsieur Bali, president and founder of the Azalai Hotels Group. And with Mr. Bali, we will be diving into the one sector, the hospitality sector in the Global South,
and what you consider from your point of view as a promising investment opportunity for international investors looking to invest in your country and in the regions. Merci, Madame la modératrice. Je tiens tout d'abord à remercier toute l'équipe de MEDAIS, et notamment Brahim, pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de venir au MEDAIS à Tanger, ce n'est pas ma première fois, et de rencontrer tout ce beau monde. Alors, le sujet de l'investissement dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie est un sujet effectivement important pour notre continent. Mais avant cela, je voudrais juste signaler, à la suite de tout ce qui a été dit sur l'attractivité du continent et les besoins d'investissement en infrastructure, que la BAD a estimé que chaque année, il fallait investir environ 100 milliards de dollars pour rattraper notre retard en termes d'infrastructures, parce que n'oublions pas que c'est en mettant en place les infrastructures que nous pouvons attirer les IDE, les investissements directs étrangers, mais aussi les investissements nationaux, nous les nationaux qui investissons dans nos pays. Et à cet égard d'ailleurs, effectivement, le Sénégal est un pays vraiment à saluer, à féliciter pour tout ce qu'ils ont réussi à mettre en place, notamment en créant l'APIX, qui a fait des choses vraiment extraordinaires au Sénégal. Moi, je suis malien, mais vous savez les liens historiques qui relient le Mali et le Sénégal. Et je me rappelle que quand mes enfants étaient petits, je les amenais chaque vacances de Pâques à Saly, parce que le climat était favorable à cette période-là, au mois de mars-avril, et on mettait entre Dakar et la Petite Côte, 80 km, on mettait environ 3 à 4 heures. Aujourd'hui, c'est 40 minutes, avec un développement fantastique à Diamniadio. C'est juste pour vous dire l'impact que peut avoir des investissements structurants sur la vie des populations. Donc, félicitations au gouvernement du Sénégal pour ce magnifique travail qui a été fait et qui continue et qui rend le Sénégal effectivement un pays attractif. Alors justement, nous avons décidé d'y investir, et d'ailleurs, j'informe le grand public, notre groupe, le groupe Azalai Hotels, qui est une chaîne hôtelière panafricaine qui a vu le jour au Mali en 1994 et qui est aujourd'hui dans 7 pays ouest-africains, le Sénégal étant le 8e, avec 11 unités hôtelières. Nous ouvrons Azalai Hotel Dakar le samedi 25 novembre, Inch'Allah, sous la présidence du chef de l'État, le président Macky Sall. Nous avons décidé d'investir environ 40 millions d'euros dans ce pays, parce que c'est un pays qui offre justement des infrastructures de qualité et puis un code des investissements et surtout une agence qui est un guichet unique, un one-stop shopping qui facilite énormément les investissements. L'industrie du tourisme et de l'hôtellerie est une industrie d'abord structurante, parce que faisant travailler beaucoup d'autres industries, mais surtout une industrie qui crée beaucoup d'emplois. Nous savons que le défi majeur auquel sont confrontés tous les pays africains, c'est comment créer suffisamment d'emplois pour absorber justement ce formidable bond démographique dont vous avez parlé, Madame la modératrice. Nous sommes 1,4 milliard d'Africains aujourd'hui. Dans moins d'une génération, on va quasiment doubler. Mon pays, le Mali, a 22 millions d'habitants, donc dans une génération, on va passer à presque 45 millions d'habitants. Mais comment trouver des perspectives pour ces jeunes, pour qu'ils ne soient pas tentés par l'illusion de l'immigration et aller mourir dans le désert ou en mer Méditerranée. Et l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie permet justement d'accélérer le processus de création d'emplois. Ensuite, c'est une industrie qui
qui structure, parce qu'un investisseur étranger, lorsqu'il décide de venir regarder dans un pays, il faut bien qu'il ait des infrastructures où il peut dormir, se restaurer, se réunir. Et souvent, c'est aussi un critère qui détermine le choix des pays où on doit, où on peut investir. Surtout que souvent, ce sont des investisseurs qui sont quand même habitués à une certaine qualité, à un certain standard. C'est une industrie où on peut aussi former les jeunes, parce que c'est une industrie où on peut rentrer au bas de l'échelle, être formé et aller à haut de l'échelle. À ce sujet, d'ailleurs, j'aimerais lancer un appel, puisqu'on a quand même le gouvernement du Sénégal qui est là, mais aussi le gouvernement de plusieurs pays. Je trouve que les pays africains, les gouvernants africains n'investissent pas suffisamment dans la formation technique et professionnelle dans notre industrie, mais aussi dans beaucoup d'autres industries. Alors, il y a des pays pionniers, le Maroc en est un, c'est pour ça qu'il reçoit 10 millions de visiteurs, les Seychelles, Maurice, la Tunisie. Donc, je lance un appel pour qu'on ait vraiment beaucoup plus d'écoles de formation au métier de l'hôtellerie et du tourisme. Alors, Madame la modératrice, pour finir, c'est vrai que ce sont des investissements structurants, les investissements dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie. C'est capitalistique. Comme j'ai dit, nos hôtels aujourd'hui, c'est entre 40 et 50 millions d'euros parce qu'on fait des hôtels de 200 chambres. Celui de Dakar va être un hôtel de 202 chambres. C'est une industrie chronophage qui prend beaucoup de temps, mais c'est une industrie aussi qui rencontre des contraintes. La première étant, et le monsieur de l'OCDE l'a dit, nous les Africains, notre commerce intra-africain, c'est 14%, entre 14 et 16%, là où c'est 60% en Europe et en Asie. Mais aussi pour se déplacer en Afrique, c'est difficile. Or, on ne peut pas développer une industrie du tourisme sans pouvoir se déplacer facilement. Je me réjouis de voir qu'il y a des pays comme le Rwanda et le Kenya qui ont décidé d'appliquer le visa Free Africa. Donc, désormais, quand vous avez un passeport africain, vous pouvez rentrer dans ces pays sans avoir besoin d'un visa. Moi, le Malien, avant, je pouvais venir au Maroc sans visa. Aujourd'hui, il faut un visa. Donc, il faut déjà que nous, les Africains, nous puissions voyager sur notre continent sans ce genre de contraintes. J'ai plus de facilité à me mouvoir en Europe avec mon visa Schengen, où je peux aller dans 27 pays qu'en Afrique. Ensuite, quand je fais un Bamako-Dakar, ça me coûte 800 €. Alors que je peux faire un Paris-Barcelone à 60 €. Donc ça aussi, c'est une contrainte, sans compter bien sûr les contraintes liées au foncier. Le ministre Baldé a suivi toutes les péripéties de notre projet au Sénégal. Et puis aussi, c'est vrai, le sous-financement du secteur. Nous travaillons avec des DFIs comme IFC, BIDC, BOAD, Proparco, enfin toutes ces DFIs. Parfois, c'est très compliqué de financer nos projets. Donc oui, Madame la modératrice, l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie est une solution à la création d'emplois, parce que 70% de notre population en Afrique est jeune, entre 15 et 35 ans. Et cette population va doubler d'ici une génération à 25-30 ans. Et il faut créer des emplois, et l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie peut permettre de créer rapidement ces emplois. Mais pour cela, il faut des préalables. Il faut ouvrir les frontières pour nous, les Africains en tout cas. Il faut qu'il y ait un ciel africain beaucoup plus intégré qui fera qu'il y aura de la compétition et réduire, que je n'ai plus à payer 800 € pour aller de Bamako à Dakar. Il nous faut des financements en abondance et à des coûts moindres. Et puis, il faut aussi des infrastructures. Comme l'a dit le ministre Baldé, il faut des routes, il faut des aéroports, des aérogares, de l'environnement, il faut protéger l'environnement. Voilà, tout ça, ça nécessite des très, très gros investissements. Et je pense effectivement que le mode alternatif de financement qu'est le PPP peut permettre d'accélérer justement de leapfrog dans le domaine des infrastructures pour que nous puissions rattraper notre énorme retard en infrastructure, évalué à environ 100 milliards de dollars par an.
Merci, Madame la modératrice. Merci, Monsieur Bali, pour une réponse très riche. Vous avez notamment abordé l'aspect structurant pour l'économie du secteur de l'hôtellerie et du tourisme et la réponse que cela peut apporter à ce youth bulge, à cette croissance démographique sans précédent, et notamment les problèmes de mobilité des Africains au sein du continent. Et vous avez cité, vous avez dit, le ciel africain a besoin d'être plus intégré. J'ai noté ça. Merci beaucoup pour cette réponse. I will be continuing in French avec Monsieur Semar. Ça m'emmène. Merci beaucoup pour d'être là avec nous. Vous êtes donc le président du conseil d'administration de Medz au Maroc et vous allez pouvoir nous parler un petit peu de la vision de Medz à la contribution pour contribuer à la croissance économique du Maroc et au développement dans les prochaines années. Et j'imagine aussi refléter un petit peu ce que disait Monsieur Bali. Merci, Madame. Alors d'abord, juste par rapport au titre, le président du directoire de Medz, Medz étant une société de droit privé, filiale du groupe Caisse de dépôt et de gestion du Royaume du Maroc. Alors, Medz, depuis sa création, a été positionné par son actionnaire comme accompagnateur des stratégies sectorielles, entre autres la stratégie industrielle. Et à ce titre, nous avons mis en place une stratégie de mise en œuvre de plateformes industrielles, commerciales et logistiques intégrées. Et ces plateformes, nous les réalisons, mais en étant sur l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur de réalisation de ces espaces, dans le sens où nous commençons par conceptualiser ces plateformes en prenant en considération le positionnement sur les secteurs à fort potentiel, en intégrant tous les prérequis de la compétitivité. Et l'État nous a justement confié cette mission pour rehausser le niveau et la qualité des infrastructures et accompagner des secteurs à très fort potentiel de croissance. Donc nous nous occupons également de l'aménagement de ces zones, de leur marketing, commercialisation et enfin de leur gestion. Donc nous jouons le rôle de commune pour tous les services de proximité que nous assurons au profit des investisseurs, que ce soit en termes de facility management ou de property management. Et donc l'investisseur s'occupe de son activité de production. Et donc il n'a pas à se soucier des questions liées à l'infrastructure, à sa maintenance et à sa gestion. Aujourd'hui, par rapport à cet accompagnement des stratégies sectorielles, nous avons une stratégie d'action qui se base sur une écoute du marché. Nous essayons de rester à l'écoute du marché, une écoute qui se veut active, agissante et anticipative, dans le sens où nous essayons d'adapter nos offres de valeur selon les changements qui s'opèrent au niveau du marché et les attentes exprimées par les investisseurs. La trajectoire de développement de l'industrie au Maroc a évolué et on le voit à travers les secteurs qui ont été retenus par la première version de la stratégie industrielle comme métiers mondiaux du Maroc. Et je citerai l'automobile, l'aéronautique, l'électronique, l'agro-industrie, le textile et cuir, et aussi l'outsourcing et l'ingénierie. Et ces secteurs, on a vu que, disons, leur business model a évolué. Si je prends le cas du secteur automobile, dans les débuts des années 2000, on était à des taux d'intégration très faibles. On était à moins de 30%. Aujourd'hui, on est à 69% dans le secteur automobile. Et l'ambition qui est celle des pouvoirs publics avec toutes les parties prenantes concernées est d'arriver à un taux d'intégration de 80%.
La même chose pour le secteur de l'aéronautique. On était à des taux très faibles, aujourd'hui on est à 42%, et le target c'est d'arriver à 50% de taux d'intégration. L'électronique aussi, et vous avez ces changements profonds, structurels, qui s'opèrent au niveau de ces secteurs. Et donc là, l'offre de valeur doit accompagner, et c'est cette agilité que nous essayons d'avoir pour arrimer à chaque fois que c'est nécessaire, donc l'offre pour qu'on maintienne l'attractivité et qu'on essaye d'améliorer donc le rayonnement du Maroc par rapport à des investissements créateurs de valeur et d'emplois. Je prends un des exemples qui est intéressant à rappeler, celui d'une zone au nord de Rabat, à une quarantaine de kilomètres, Kénitra, Atlantic Free Zone, où lorsque le choix a été fait pour réaliser cette zone d'accélération, cette plateforme industrielle au niveau de Kénitra, les indicateurs étaient tous au rouge. C'était une zone qui était à vocation agricole, mais avec très peu d'activités qui génèrent des externalités en termes de valeur ajoutée et d'emploi. Le chômage était à des niveaux importants. Et grâce à cette zone, en l'espace de 11 ans, aujourd'hui, nous avons 40 000 emplois qui ont été créés et un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros d'export, avec un constructeur automobile, Stellantis, avec 4 marques made in Kénitra, la Peugeot 208, l'Ami Citroën, l'Opel Rox et la Topofino, 3 voitures électriques qui sont produites aujourd'hui à Kénitra. Et aujourd'hui, donc, c'est une région qui a changé complètement de business model. Et c'est un petit peu ce que nous essayons de reproduire dans différentes régions à travers des projets, mais par rapport à une vocation donnée. À Kénitra, c'était l'automobile. À Casablanca, c'est l'aéronautique. Sur la plaine du Souss, c'est un agropole, et donc c'est la chaîne de valeur agro-industrielle. Sur Meknès aussi. Et donc c'est cette lecture économique des territoires qui nous permet de conceptualiser des projets, de les spatialiser, de les réaliser, de les gérer. Parce que nous considérons que le travail d'un aménageur-développeur n'est pas terminé lorsque la zone est aménagée, mais plutôt son travail commence une fois la zone est aménagée, dans le sens de l'effort qu'il doit faire pour marketer l'offre de valeur, d'attirer des investisseurs, de les rassurer, de les aider à établir leur business plan, de s'assurer de la rentabilité de leur investissement, et ensuite de leur assurer toutes les commodités et toute l'assistance personnalisée pour qu'ils puissent se consacrer à leur métier de base, qui est de produire de la valeur ajoutée et de l'emploi. Alors, globalement, nous fêtons cette année notre 20e année, et pendant ces 20 années, nous avons notre actif plus de 20 zones industrielles à travers le royaume, avec 500 clients, 120 000 emplois créés sur ces différentes zones. Et donc vous imaginez les externalités qu'on a pu impulser à des territoires, et aussi 30 milliards de dirhams, 3 milliards d'euros pratiquement, d'investissements induits par rapport à 12 milliards que nous avons, que notre groupe, la Caisse de dépôt et de gestion, a mis dans ces différents territoires. Et l'histoire continue. Et aujourd'hui, il y a des enjeux, de nouveaux enjeux, depuis le Covid, avec la décarbonation de l'Europe. Il y a beaucoup d'enjeux, et nous sommes justement à l'écoute pour essayer de nous adapter. Et à juste titre, toutes les nouvelles zones que nous réalisons seront décarbonées dès 2024, avec bien évidemment une décarbonation en agissant sur plusieurs leviers, depuis la conception architecturale, en essayant d'utiliser l'architecture bioclimatique, en essayant aussi de construire avec aussi le système BIM, d'utiliser des matériaux à faible émission de carbone, de prévoir le recyclage des eaux usées et d'en faire des eaux pour l'arrosage et pour les eaux industrielles, de valoriser les déchets, d'encourager l'économie circulaire, d'avoir du mix énergétique, de travailler sur la mobilité durable et aussi d'utiliser le digital. Et donc c'est plusieurs volets pour cerner cette question, parce que
Aujourd'hui, c'est vital. Nous avons beaucoup de clients qui adressent le marché européen et depuis janvier 2023, il y a un bilan, il y a une stratégie de décarbonation que nos clients doivent annoncer à l'entrée des frontières européennes. Et à partir de 2026, il y aurait une taxation. Et donc, ça fait partie justement de cet arrimage de notre offre et on continue. Et c'est un petit peu la démarche qui a été la nôtre depuis notre création. Et l'objectif, c'est faire de nos plateformes industrielles des zones résilientes, durables et inclusives, et en faire des espaces de prédilection pour des investissements créateurs de valeur et d'emplois. Voilà de manière très synthétique comment nous agissons et comment nous accompagnons la stratégie, les stratégies. J'ai pris le cas de l'industrie, mais c'est aussi le cas de la stratégie agricole. Et bien évidemment, cette action n'aurait pu être, disons, pertinente dans la mesure où tous les acteurs et toutes les parties prenantes par rapport à la question de l'investissement sont tous focalisés avec un même cap à atteindre, avec des outils et chacun, mais avec un volontarisme et un soutien de l'État, et chacun assume la partie qui le concerne. Et toutes les réformes qui ont été faites aussi avec le doing business, que les autorités marocaines en ont fait, disons, une opportunité de réforme. Et donc, nous avons beaucoup amélioré les classements du Maroc dans le doing business et aussi une nouvelle charte d'investissement qui a prévu des mesures encore plus volontaristes et qui a prévu aussi un changement de paradigme de l'investissement dans le sens où le secteur privé, maintenant, devra jouer un rôle beaucoup plus important dans l'investissement en portant les 2 tiers de l'investissement et le tiers qui reste par l'État, contrairement à actuellement aujourd'hui, où c'est le contraire qui s'opère. Voilà, madame. Merci beaucoup, Monsieur Semar, pour cette explication très en détail de l'accompagnement que vous faites avec votre organisation et tous les grands succès industriels que ça a conduit. C'était très intéressant, cette lecture économique des territoires. Ça nous amène à revenir sur vous, docteur Baldé. Monsieur Bailly a un petit peu parlé de ce que fait votre organisation et on serait très ravis d'entendre plus d'éléments sur ce que vous faites dans l'accompagnement des investissements au Sénégal. Si j'ai bien compris, vous êtes en lien avec d'autres agences, d'autres ministères au sein du Sénégal, notamment le Bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal. Donc, le lien entre les plans d'investissement nationaux donc de l'État et la mise en œuvre, si vous pouviez nous en parler un peu plus en détail. Très bien, merci beaucoup. Je voulais d'abord saluer un grand partenaire du Sénégal, M. Bailly. C'est vrai, nous avons accompagné son projet qui, d'ailleurs, dans sa conception, fait un peu apparaître certaines difficultés et dont il a fait part, c'est l'accès au foncier. Mais je reviendrai un peu sur les mesures qu'on a plus ou moins prises pour essayer d'actionner ce facteur qui est un facteur bloquant et qui consiste l'accès au foncier. Alors, notre agence, c'est une agence, une sorte de pieuvre. C'est une structure qui a été créée il y a une vingtaine d'années, un peu plus, en 2000 exactement. Donc, qui s'occupait dans un premier temps de la promotion de l'investissement, donc la réforme de l'environnement des affaires, et puis un peu les grands travaux. Donc, les premiers grands travaux du Sénégal qui ont été lancés au début des années 2000 ont été effectués par cette agence qui s'appelle donc APIX, Agence pour la promotion de l'investissement et des grands travaux. À partir de 2007, on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être ajouter une autre mamelle à l'APIX, donc l'administration des zones économiques spéciales. Les zones économiques spéciales, ce sont des structures qui ont 3 vocations, donc qui permettent d'abord de créer des emplois massifs, de réduire les déficits de la balance commerciale, mais aussi d'accélérer l'industrialisation des pays africains. Donc l'APIX est aussi porteur de ces secteurs. Aujourd'hui, nous avons
sous notre escarcelle 4 zones économiques spéciales qui sont en train de développer. Une dans la région dans la commune de Sandiara, par le maire, sous notre direction, mais aussi une autre qui a une vocation minéralière, qui est en train de développer au niveau de Bargny. Et puis une autre qui va être inaugurée par le président de la République le 5 décembre, qui est au niveau de Diamniadio, qui porte sur 50 hectares. Et la quatrième, c'est la zone économique spéciale qui est au niveau de l'aéroport de Dias et qui compte 718 hectares. Dans ces zones économiques, nous accompagnons les investisseurs en leur octroyant le foncier, en leur donnant des avantages fiscaux, des avantages douaniers, mais aussi des avantages sociaux, notamment en termes de contrat de travail. Donc l'APIX, c'est une structure qui centralise l'ensemble des besoins des autres administrations de l'État qui interviennent dans le domaine de l'investissement. Vous avez tantôt parlé du bureau opérationnel du plan Sénégal émergent qu'on appelle le BOSS. Nous avons des liens très, très étroits, en ce sens que toute la définition de la politique du Sénégal qui est déclinée dans le plan Sénégal émergent et qui se déprime par des plans d'action prioritaires. Aujourd'hui, nous avons fait le PAP 1, le PAP 2, et nous sommes ce qu'on appelle le plan prioritaire d'investissement, le PAP 3, qui a défini 59 projets. On s'est dit qu'en investissant massivement dans les 5 prochaines années dans ces 59 projets-là, ça pourra nous amener à l'horizon 2035 vers l'émergence, parce que c'est cela l'objectif du Sénégal, l'émergence en 2035. Donc ces projets sont dans le portefeuille du BOSS, qui nous les transmet et nous faisons la promotion. Donc nous allons partout, nous parcourons le monde, nous présentons ces projets qui sont relèvent de plusieurs départements ministériels, de la santé, de l'éducation, des infrastructures, de l'industrie, et donc nous faisons la promotion. C'est dans ce sens d'ailleurs que nous avons organisé au mois de juillet dernier le forum Invest in Sénégal, qui a réuni près de 70 pays avec 3200 participants, et où nous avons fait des boardrooms sur ces différents projets. C'est tout le boardroom qui a été qui a connu le plus de succès, c'est vrai, il y a Dakar Financial City, mais aussi il y a le boardroom qui était relatif aux hydrocarbures. Vous l'avez tantôt rappelé, nous avons découvert beaucoup de pétrole et surtout beaucoup de gaz. Et nous allons d'ailleurs commencer l'exploitation de ce pétrole et de ce gaz à partir de 2024. Et ce qui fait que les taux de projection en termes de croissance du Sénégal vont passer. Aujourd'hui, nous sommes à 5,8% du taux de croissance, là où la moyenne africaine est à 3,8%. À partir de 2024-2025, les projections disent que le Sénégal aura un taux de croissance qui ira à 2 chiffres, donc à plus de 10%. Nous serons partie des 10 économies les plus florissantes au niveau du monde, ce qui augure vraiment des lendemains qui sont meilleurs. Mais si tout cela a été obtenu, c'est parce que nous avons fait beaucoup de réformes, c'est parce que nous avons aussi mis en synergie l'ensemble des agences de l'État et que nous avons aussi un objectif commun de promotion de notre pays dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'éducation. C'est vrai que M. Baye a parlé tantôt d'un secteur important, celui qui est de la formation professionnelle. Je le répète souvent, en Afrique, on parle souvent de jeunesse au chômage, mais le chômeur, c'est quelqu'un qui répond à une définition. Le chômeur, c'est quelqu'un qui a une qualification et qui ne trouve pas d'emploi. Malheureusement, la plupart des jeunesses africaines ne sont pas du tout formées, ils n'ont aucune qualification, ce qui rend encore la tâche beaucoup plus difficile. C'est la raison pour laquelle, dans les zones économiques spéciales que nous sommes en train de développer, le volet formation, il joue un rôle important et fondamental. Donc, à côté de chaque activité, nous créons un peu l'école de formation qui correspond à cette activité, soit industrielle, pharmaceutique, médicale, touristique, ou qui, en tout cas, pour nous permettre de résorber ces gaps, parce qu'on n'a souvent pas de main-d'œuvre qualifiée pour mener à bien les projets. Moi-même, j'étais dans une autre vie directeur exécutif d'une grande agence qui a lancé beaucoup de travaux. Mais quand nous construisions des hôtels
des infrastructures. Nous avions des problèmes de maçons, de coffreurs, de peintres. La finition n'était pas souvent bien faite. Donc, tous ces corps de métier nécessitent vraiment une formation globale pour que l'Afrique puisse se développer, parce que nous allons vers ce qu'on appelle la ZLECAf. Mais si nous ne nous préparons pas et que nous ne formons pas des champions nationaux, c'est d'autres continents qui viendront faire notre ZLECAf. Il ne faut pas aussi se tromper de vue. Parce que de plus en plus, il y a des entreprises qui viennent de l'Inde, qui viennent de la Chine, qui viennent de la Turquie, qui viennent d'un peu partout, qui se délocalisent en Afrique pour profiter des avantages que va procurer la ZLECAf. Donc il est important qu'en Afrique, que nous puissions en tout cas avoir tout cela en ligne de mire pour nous réajuster, pour que la croissance africaine qui se dessine avec le taux, avec la population qui va doubler, donc on le dit, les interconnexions vont se multiplier, parce qu'on a beaucoup d'infrastructures qui vont être créées. On est en train de créer de grandes centrales électriques comme celle qui est au niveau de Ouarzazate, mais aussi avec la BAT qui est en train de créer la centrale qui s'appelle Desert to Power. Donc toutes ces initiatives vraiment doivent nous permettre de changer le paradigme et de créer de véritables champions nationaux au niveau de notre pays. Et ça, c'est l'objectif de notre agence. Merci. Merci beaucoup, Dr Baldé, pour cette explication de ce que fait votre organisation et notamment le highlight que vous avez mis sur la formation, les qualifications et l'importance de se focaliser là-dessus, notamment pour les projets d'infrastructure. Je vais revenir en anglais. I'll switch back to English. And I have another question for you, Mrs. Adepoju. We, I think, have only about 20 minutes left. So if you don't mind, we could shorten the responses a little bit. But from what has been said before, from a public sector perspective, I wanted to ask you, ma'am, what do you think is necessary in the Nigerian context, the support from the public sector that could support investment and infrastructure development projects? Thank you so much, Claire. You know, for those that might have been following the international news, Nigeria had an election this year that was a bit contentious, and the Supreme Court just ruled that the president is a true winner of that election. So, you know, transition, I think one of the things that is very common, like one of the speakers said earlier in Africa, is when you transition from one government to another, there might not be continuance of existing policies that can support investments. So I think one of the things that is very important is to have that stability in policies. And this is very important for Nigeria. The last 8 years has been a bit turbulent for Nigeria. And in terms of our currency, the currency really took a nosedive. And now we have a currency that this year alone has depreciated in value by more than 100%. That is very disastrous for any investor. I'll use one company as an example. MTN is a communication company in Nigeria. Year-on-year performance is down by more than 85%, not because they didn't do well in terms of numbers, but because of the foreign exchange problem. So I believe that for the Nigerian government, what the investors really require, number one, is that stability of policies. Number two, I think the last administration also did not put in some policies that are investment supporting, that are encouraging to investment. We had repeated and duplicated taxation issues. That's one of the things that the current administration is trying to tackle. And there's so many things that are coming out now as to reduce, you know, duplication in taxation and to make it easier for investors to bring in money and to be able to take out money. Even though the depreciation of the Naira was something that was very, it was hurtful to the people living in the country, but I do believe that it is something that was necessary because internationally, investors had believed that the value that the Naira, that was being placed by the government on the Naira was not
the real value. I believe what we have right now is still a little bit turbulent, but I believe that before the middle of next year, we'll have a better value for the Naira. So I think some of the things that the government needs to do are the things that they have now started to do. Improve on relations with the international community, give people a better idea of what the direction is. The direction is about job creation. The direction is about the stability of the Naira. They are also trying to do a lot in the terms of the power generation to ensure that there is power, because when you bring in an investment into Nigeria, we have over 200 million Nigerians and counting. We actually always have this joke that we don't know how many we are truly. We have a large population, which is good for anyone that wants to invest. But if you bring in your money and you set up some maybe factories or something, and you don't have the power to actually run it, then the cost of production is so high that importation is actually cheaper than producing in the country. So those kind of things have to be changed, and those are the things that the current administration is trying to work on. Lastly, I know we've run out of time. I think one of the major issues we had in the last administration is having technocrats in very key decision-making sectors that can actually liaise with investors. One of the things that have been done now is to put those who really understand what needs to be done in the different sectors as at the helms of affairs, such that people are able to actually relate with them and have conversations that make sense. And that is starting right from the central bank. One of the major issues we've had in the last administration is where the central bank was not having very clear policies and sort of dabbling in both monetary and fiscal policies. But now I think the finance ministry and the central bank have gotten their acts together so that each one is carrying out their responsibilities. So if I'm to put everything in one sentence, I think it's the issue of policies that people really need Nigeria to solve, and the government is working on that. Thank you. Thank you so much for this, and I'm pretty sure that our guests from the OECD could relate to the importance of stability of policies. If you want to say a few words, we don't have much more time, and I would like to open the floor for questions. But just briefly, if you have anything you wanted to add to this, and also Mr. Benjamin, I wanted to ask you if anything that was said previously on Mali and Senegal and Nigeria, in Morocco as well, if you had any thoughts from the Kenyan perspective, if you see some similarities or differences. So please go ahead. Thank you very much. Yes, of course, I'm happy to give additional insights on the framework conditions for investment. Perhaps because in my first intervention, I was very generic. I compared developing and emerging regions, Indo-Pacific, Latin America, Africa. I will have a stronger focus for this time on Africa in particular. I mean, first of all, the quality of the policy framework, the framework conditions, the need to ensure long-term predictability for investors, especially for quality investors. I think it's important because they are quality investors. But again, as I stressed during my first intervention, you need to put in place the right framework conditions to attract them. I mean, I think this is interesting what we heard from several panelists, what we are witnessing in several African countries, North and Sub-Saharan African countries alike. Senegal is a very good example. Morocco, to some extent, Western Nigeria, what has been done in Lagos in terms of facilitating the conditions for structural investments, creating industrial parks, sometimes special economic zones, it's good. But I would say that beyond this, there needs to be structural reforms. Training, education is critical.
for the bulk of the population and the rest of the territory as well. Otherwise, you have the risk of creating a two-tier economy where there is foreign investment that has interesting and positive impacts on the overall growth, but it struggles to pull the rest of the economy because there are not enough links that are bridged between these industrial parks and the rest of the economy. And then, therefore, you have less SMEs, and you don't, the density of SMEs on the people is low, and you don't create the conditions for having more formalization of the economy, etc. I mean, that's very important. And for this, there is still room for progress. I mean, in terms of access to land, for instance, I said this is good, what has been done for large structural projects, infrastructure projects in particular. But for instance, for what regards agricultural investment, much can be done to improve access to land and to trigger better conditions for infrastructure investment. I don't insist on this goes without saying protecting investment property, etc. Let me just stop again on the issue of continuity of policy making and avoiding stop-and-go policies. I will just touch on the mineral sector, which has very huge potential for Africa because the twin transition, the green low-carbon transition, but also the digital transition are very heavily relying on mineral inputs, cobalt, manganese, nickel, lithium, etc. And Africa is well endowed with these resources. And we are witnessing, in a certain number of contexts at the moment, some export bans on some of these minerals. Fair enough, but mining extractive industries are very capital intensive. So one question is whether this will allow investors to come all the more because sometimes the local market is not developed enough. And as I said, the regional integration of market is not yet enough deepened in Africa. So there's the question about whether these export bans will do the job in terms of attracting the needed investments. There are other ways, perhaps, to work with investors, domestic and foreign alike, towards trying to enhance the local value added. This is an important objective, but instead of export bans, training, as we said, infrastructure, cost of backbone services such as banking, access to finance, but also network industries, very key. And then I switch to this second point. It has been heavily addressed by Fumi. Yes, how backbone services, both access to finance, but also infrastructure services, weigh heavily on the cost of investment in Africa, and how it is necessary to increase investment in infrastructure. I touched earlier on the need to have larger public investment, but you can also try to prompt private investment in infrastructure. I mean, if you take banking, it is very important, access to finance, the cost of access to finance, because even for foreign investors, their initial investment, their capital investment can be in foreign currency, but when they are implanted, where they are localized and they have already achieved their investment in a given country, it's important to be able to access to finance locally because it also shields them against currency risk, currency devaluation risk, and here there can be further competition in the banking sector overall in Africa. Network industries, electricity, telecommunication, transport. Here there are ways to enhance private investment in infrastructure. It is still more regulated for what regards FDI restrictions than other sectors of the economy, and African countries could make further efforts towards opening up investment in network industries to further investors, again, domestic and foreign alike. This is an area where incumbents have a strong market power, and this market should be better contested. Perhaps one last point, the tax to GDP ratio.
I insisted in my first intervention on the need to develop public goods such as education and infrastructure. Of course, as I said, for infrastructure, you can mobilize private investment, but public investment is also of essence. In Africa, you have tax rates on GDP which are very low, 15%, 16% on average. It's mostly indirect taxation, custom duties, and VAT. There is much room to improve the tax base with a view to better finance education, training, and infrastructure. We do a lot of work on trying to provide African countries with a better picture of their potential tax base with revenue statistics. I think this is a really important frontier going forward with a view to enhance the framework conditions for higher investment in the continent. Thank you very much, Mr. Daou. So we still have a few minutes left. Unfortunately, I'm not sure for questions with the audience, but I'll later on invite you to question the speakers. I just wanted to give the floor to Mr. Benjamin, just maybe 1 minute, and then one question to you, sir. Benjamin, if you want to reflect. Yeah, I think perhaps the only thing that I would like to reflect on is in the area of policies. And when we talk about infrastructure, often we tend to think roads, homes, and all that. With the growing digital economy, we ought to give also more focus to digital infrastructure. How much are we doing in terms of or investing in the area of critical cybersecurity infrastructure? Yeah, are we putting enough money to invest in data centers, sustainable data centers, energy-driven, clean energy-driven data centers? Kenya and Ethiopia right now are working on digital identity infrastructure. How can we be able to provide proper digital identity infrastructure for our citizens? One of the speakers talked about free visas, visas to ease movement across Africa. How can we enhance our immigration systems by leveraging proper digital identity to ensure that we can be able to monitor this data and monitor the movements of people? Providing sufficient security will also ensure that we are free and okay with allowing people coming to our country, because we can be able to follow up on that data and know where or who is coming into our countries. So underline digital identity and digital consent infrastructure. Yeah, with data security, with personal data right now, with AI and blockchain, personal data, I consider it a key infrastructure that government should really put more importance on. How are these data collected, and how is that data processed? Thank you. Thank you so much, Mr. Benjamin. We only have 30 seconds left, so I will allow for one question, sir. Is there a microphone that we can get to the gentleman in front? Thank you. Alors, je m'appelle Jawed Kardoudi, je suis président de l'Institut marocain des relations internationales et je remercie tous les intervenants. J'ai beaucoup appris de choses ce matin. Je voudrais quand même poser à nos frères africains la question suivante. Comment se fait-il qu'il y a encore 600 millions d'Africains qui n'ont pas d'électricité? C'est quand même quelque chose d'anormal. Je pense notamment au Nigeria, qui a du gaz, qui a du pétrole. Je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi l'Afrique ne produit pas assez d'électricité, qui est indispensable pour l'industrialisation du continent. Merci. Merci pour votre question. Très bonne question. Moi, je viens d'un pays, le Mali, où on est en plein dans la crise énergétique depuis quelques mois.
L'Afrique, c'est un paradoxe. C'est le continent où il y a absolument toutes les richesses naturelles et ces richesses naturelles ne profitent qu'aux autres. On a coutume de dire que la France, madame, votre pays, dont l'énergie est, je crois, 90% nucléaire, et l'uranium qui est utilisé dans ces centrales vient du Niger, et moins de 20% de la population du Niger a accès à l'électricité. Donc, monsieur, vous avez parfaitement raison. Tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, les infrastructures, créer d'ici une vingtaine, une trentaine d'années, presque 1 milliard d'emplois pour les jeunes qui vont venir, parce que la BAD dit qu'il faut créer entre 15 et 20 millions d'emplois chaque année pour absorber les jeunes qui viennent sur le marché. Et je suis d'accord avec Dr Baldé que la plupart de nos jeunes n'ont pas de formation. C'est pour ça qu'on voit sur nos chantiers des Turcs, des Chinois, des Indiens, simplement parce que dans nos propres pays, on n'a pas des jeunes formés pour faire le travail correctement. Donc, tout ce qu'on est en train de dire, si on n'a pas d'électricité, on n'y arrivera jamais. Parce que l'électricité, c'est l'industrialisation. Et quand on industrialise un continent, on crée des emplois. Tous les pays qui se sont développés sont passés par ce schéma. L'agriculture a besoin d'électricité et tout le reste a besoin d'électricité. Pour finir, je vais vous donner un seul exemple. Moi, je pense que c'est juste un problème de solidarité, un problème de gouvernance publique. C'est aussi simple que ça. Selon les experts, rien que Inga, docteur, vous qui êtes dans les infrastructures, vous pouvez me corriger, rien que Inga peut donner de l'électricité aux 1,4 milliard d'Africains. Pour quelle raison l'Union africaine ne dit pas « nous allons faire de Inga un projet africain » pour les 54 pays africains. Et nous allons chercher les financements en Afrique pour faire Inga, pour donner de l'électricité à toute l'Afrique. Pourquoi est-ce que 63 ans après nos indépendances, on n'arrivait pas à faire cela? Et comme ils disent que ce n'est pas possible, on a vu l'Éthiopie, qui est un pays en voie de développement, faire un barrage avec ses propres moyens financiers. Donc nous, les Africains, nous pouvons aussi nous mettre ensemble et faire des projets. Le Mali est trop petit pour se développer tout seul. Le Sénégal est trop petit pour se développer tout seul. Le gaz du Nigeria qui brûle à la torche, on peut le récupérer et électrifier l'Afrique avec. Je pense que, monsieur, pour répondre à votre question, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il a manqué cette volonté politique d'intégrer l'Afrique. Il faudrait que nos dirigeants, ceux qui nous dirigent, ceux qui sont à la tête de nos États, comprennent que individuellement, aucun pays africain, quasiment aucun pays africain ne peut s'en sortir. C'est ensemble, en faisant des grands projets structurants, l'autoroute, le Cap, le Caire, le gazoduc partout, le projet Inga en RDC, voilà, ce genre de projet panafricain peut aider, à mon avis, l'Afrique à résoudre ce problème d'électricité. Mais il est clair que sans électricité, on ne pourra jamais, jamais développer ce continent. Monsieur Bali, vous aviez le mot de la fin. Je crois que nous sommes vraiment out of time et on doit fermer la session. Je voudrais vraiment remercier l'Institut Amadeus pour tout cet événement grandiose et tous ces speakers qui sont là aujourd'hui. Merci à tous et excellente journée et bonne continuation.